Le projet Sin-Égalité, Sin-Égal, le coup d'État au Niger et ses implications, le sommet Russie-Afrique et les lectures des discours des présidents Ibrahim Traoré du Burkina et Macky Sall du Sénégal. Pour évoquer toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit un invité spécial, Aziz Salmon Fall, membre de Sin-Égal. Rendez-vous ce dimanche à 10h sur iRadio 90.3, la première radio-vision du Sénégal. L'Air du Temps avec Alassane Sambodio. Dimanche 30 juillet 2023, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps avec comme invité spécial aujourd'hui Aziz Salmon Fall. Nous avons choisi de faire un invité spécial aujourd'hui parce que nous sommes à la croisée des chemins dans ce pays et que le projet de société que propose Sin-Égalité avec Aziz Salmon Fall va au fond des choses. Nous pensons aujourd'hui aller justement au fond des choses pour expliquer comment changer de paradigme. Je vous présente d'abord mon invité. Aziz Salmon Fall est réalisateur universitaire, il est politologue internationaliste, il est aussi professeur universitaire altermondialiste, réalisateur avec son long métrage documentaire Africom Go Home publié en 2013. Il enseigne les sciences politiques, l'anthropologie, les relations internationales et le développement international à l'université McGill et à l'UQAM. Je pense que c'est au Canada, ancien coordinateur du réseau québécois contre l'apartheid, fondateur et membre du GRILA, le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, dans lequel il coordonne avec un collectif de 21 avocats, des personnalités et divers organismes la première campagne internationale africaine contre l'impunité de l'affaire du président Thomas Sankara. Dans la résolution de la crise au Burundi, il a formulé à Genève le plan de la première force d'interposition africaine, Africa Pax, cofondateur et coordinateur du mouvement des assises de gauche MAC du Sénégal, président de la fondation Aubin et du centre de recherche progressiste Rayson, auteur de plusieurs écrits spécialisés, dont la critique annoncée des 200 points du NEPAD, personne ressource et conférencier régulièrement consulté par les médias, les cercles politiques et les civils et autres forces progressistes des formations sociales, périphériques et du centre. Aziz, merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité nous rattrape aujourd'hui, c'est l'arrestation d'Ousmane Sonko, le leader du PASTEF qui a été arrêté vendredi dernier. Le procureur lui reproche vol de téléphone portable d'une gendarme, ensuite de appel à l'insurrection. Quelle lecture faites-vous de cette arrestation? Bon, je ne sais pas dans quelle mesure les autorités sénégalaises contrôlent vraiment ce dossier, mais visiblement, il y a une situation volatile qui semble davantage ressembler à de l'acharnement. En même temps, il y a ce souci de préserver l'ordre public. Il y a visiblement des choses qu'on ne dit pas à la société. Mais je ne crois pas qu'on ait eu besoin d'en arriver là, puisqu'ils avaient la disposition de l'arrêter suite à sa condamnation. Les autorités ont, j'imagine, jugé que l'ordre public à ce moment-là serait perturbé et donc prennent le risque de récidiver. Mais en même temps, il me semble que dans cette affaire qui semble être saugrenue, il y a une disposition pénale d'un de nos articles qui permettrait effectivement de surseoir à sa condamnation et de peut-être remettre les billets à zéro. Et à ce moment, on pourrait renégocier l'affaire, visiblement. Donc à ce moment, ceux qui supputent qu'il y a un deal en préparation, peut-être devraient amener ces clarifications. En tout cas, c'est très dommageable pour notre démocratie qu'on ait à en arriver là et surtout qu'il y ait eu tout ce sang versé pendant ces 2 années. Je crois que toutes ces parties sont responsables de cette situation. Il faut absolument qu'on tourne la page. Plus jamais il ne doit tirer sur la poitrine décharnée de nos jeunes. Plus jamais il ne faut laisser ces impasses démocratiques se faire, surtout dans une zone aussi turbulente que celle dans laquelle nous sommes rentrés dans le Sahel aujourd'hui. Oui, cette situation arrive au moment où vous avez lancé un projet qui s'appelle le Sin-Égalité Sen. Le Sin-Égalité Sen, c'est un projet de société que vous avez mis en place, réfléchi avec les forces vives de la nation, comme de la gauche, les forces progressistes. Pourquoi aujourd'hui ce projet?
Bon, en fait, c'est dans la généalogie même du mouvement des Assises de la gauche que ce projet est né. Donc, je rappelle à ceux et celles qui n'étaient peut-être pas familiers que le mouvement des Assises de la gauche est sorti de l'échec de la FAL CA 2000 et des errements, en fait, que les libéraux ont eu à mettre, alors que les forces de gauche s'étaient mises en coalition pour élire Wade, et qu'ensuite on a essayé de mettre cette gauche ensemble, ce qu'on a échoué. Et dans ces échecs, il y a eu quand même les rencontres de la gauche historique et il y a eu les assises nationales. Deux moments très forts. L'un a donné Benno, l'autre un cadre constitutionnel et un cadre de gouvernance. Mais il nous est apparu que jusqu'à présent, tous ces efforts étaient sur le contenant et qu'il n'y avait rien fondamentalement sur le contenu, quoique déjà dans les assises nationales, on avait amorcé beaucoup de choses en termes de contenu. Et donc, on a commencé à réfléchir en posant la question à différents experts, parfois des gens apolitiques, sur quels sont les enjeux majeurs stratégiques pour un Sénégal de maintenant à 50 ans. Et on a dressé un tableau, un diagnostic et des solutions qui sont préconisées donc, dans cet ouvrage qui s'appelle Saine égalité. Jeu de mots sur notre pays, bien sûr, mais sur la question de l'égalité. Pour nous, fondamentalement, c'est le verrou de l'inégalité qui permettrait véritablement de se lancer dans une autre forme de développement que celle dans laquelle nous avons été enfoncés dans les derniers siècles. Et ce changement de paradigme, évidemment, c'est un changement de mentalité du processus de développement lui-même dans une perspective panafricaine, de rupture avec un dispositif colonial qui fonctionne encore dans sa forme néocoloniale comme une gestion de l'enlisement dans laquelle nos régimes sont épuisés. Donc ce mode de croissance est complètement désuet et il faut passer à autre chose. Nos populations sont de plus en plus exaspérées, frustrées, vous le voyez avec la jeunesse qui n'a pas d'horizon. Et donc il s'agit maintenant d'élargir la marge de manœuvre de l'État, de se rendre compte que dans un pays comme le Sénégal, malgré la vitrine, nous sommes le pays le plus cher en Afrique, nous sommes 170e sur 192 pays africains, 33e sur 53, c'est-à-dire que vraiment, l'indice de développement humain nous relègue littéralement dans une posture de faiblesse qui n'est pas véritablement recommandée finalement à poursuivre dans ce processus dans lequel on nous avait placés. Et donc, c'est cette bifurcation. Et donc, nous nous adressons d'abord aux forces progressistes de justice sociale qui prétendent soutenir les masses populaires, donc les forces principalement de gauche, sachant précisément que depuis 30 ans, ce sont des forces libérales qui ont pris le contrôle du pays et que même dans nos épisodes passés, les forces de type socialiste n'ont jamais pu dérouler un programme en faveur des masses populaires. Donc on s'adresse d'abord à la responsabilité historique de ces forces de gauche qui ont contribué à ce qu'on peut appeler le groupe de Casablanca dans l'Afrique contemporaine. Et ces forces sont aujourd'hui laminées, fragmentées, cooptées pendant les processus d'attelage impliqués par la Banque mondiale, mais aussi par les désengagements. Et on s'adresse à leur responsabilité historique de se ressaisir pour ne pas perdre en fait les acquis des pères de l'indépendance. Donc c'est à ce pôle fragmenté de la gauche qui a un peu abandonner le terrain de la lutte politique au nom des joutes électorales qu'on s'adresse d'abord, sachant pertinemment que s'ils pouvaient se ressaisir, ils vont pouvoir parler à la société en entier et à ce moment, la société pourrait sortir de l'aliénation dans laquelle on est. Parce qu'on est dans une hégémonie dans laquelle, malheureusement, la plupart de nos africanités sont perdues. Vous savez, aujourd'hui, il y a dans tout l'espace sahélien une sorte de retour des espérances théocratiques. Il y a des retours de rigorisme à caractère arabo-islamique. Vous avez des vagues de lectures religieuses chrétiennes aussi dans toute l'Afrique. Donc il y a cette perte de sens qui permet les culturalismes, le retour au communautarisme, le retour aux formes de xénophobie qu'on avait complètement oublié. Et cela vient du fait que le système capitaliste est lui-même en train de se désagréger sous nos yeux. Et donc c'est contre ces mesures-là qu'on amène d'autres mesures afin de pouvoir sortir l'Afrique de sa condition. Mais qu'est-ce qui fait que les forces de gauche n'arrivent pas à s'agréger entre elles, à proposer un projet de société plus cohérent? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les forces de gauche sont happées par les libéraux en Afrique? Alors peut-être c'est une vieille histoire. Je crois que c'est caractéristique même du libéralisme et du socialisme. Il y a toujours eu ces luttes intestines au cours de l'histoire. Il y a ceux qui prétendent évidemment que l'idéologie est finie, mais je crois que c'est des gens qui ont une très mauvaise lecture des réalités. En fait, il y a un courant assez populiste dans le monde qui fait croire que les idéologies sont terminées. En fait, les idéologies n'ont jamais été périmées. Elles connaissent des cycles. Et donc les forces de gauche, malheureusement, travaillent
voyez, par la période entre le 19e siècle à la guerre froide, ont été frappés par des obédiences, c'est-à-dire des lectures du développement différentes. Donc vous avez eu le modèle soviétique, qui était évidemment celui qui avait rompu avec l'ordre capitaliste, mais vous avez le modèle chinois, vous avez le modèle cambodgien, le modèle albanais, le modèle cubain, etc. Et tous les modèles socialisants d'Afrique au début des indépendances qui voulaient rompre avec le néocolonialisme. Ça a donné donc une palette très différentes de couleurs avec lesquelles les leaders dans des rivalités crypto-personnelles n'arrivaient pas à s'entendre sur l'essentiel, oubliant en fait qu'ils partageaient l'essentiel et sont restés dans les détails qui ont été en plus amplifiés par les rivalités que l'impérialisme va poser. Mais ces ères sont révolues, c'est-à-dire que ces personnes qui avaient ces animosités, cette zizanie entre elles, sont aujourd'hui vieillissants ou même ont disparu. Et une nouvelle génération à l'indignation, à la politisation de façon superficielle, mais ne connaît pas forcément les éléments même de ce qu'est une gauche. Donc une grande partie des jeunesses qui sont aujourd'hui militantes, actives, sont sur des emblèmes, c'est-à-dire par exemple, vous allez voir qu'ils vont mettre la photo de Sankara ou leur poster, mais ne peuvent pas vous expliquer exactement en quoi consistait son projet de développement autocentré. Et donc il y a ça, et là encore je parle de ceux qui sont relativement politisés. La plupart ne le sont pas. Et donc la vocation de ces forces de gauche, ce devrait d'abord, évidemment, de se reconstruire, mais de voir ce qu'elles ont en commun et ensuite d'instruire la masse populaire en la repolitisant démocratiquement. Et c'est là qu'a été notre échec le plus fondamental, de pouvoir se cristalliser en grande union. Aujourd'hui, l'urgence du système néolibéral qui s'effondre, les populismes et le retour des formes de la peste brune en Occident, la férocité de vraiment le mode de production chinois, indien, des pays des BRICS font que l'Afrique est de plus en plus convoitée. Et là revient la question de est-ce que nous pouvons nous unir, est-ce que nous pouvons avoir une monnaie, pouvons-nous avoir une armée pour nous défendre, pouvons-nous être souverains de nos matières premières, pouvons-nous donner à notre jeunesse une possibilité d'horizon ouvert. Et franchement, je ne vois pas que dans les perspectives progressistes, c'est-à-dire ceux qui s'occupent vraiment de justice sociale, de redistribution, l'option. En dehors de cela, je ne vois pas d'autre. Et donc, la question écologiste, la question de la lutte pour l'émancipation des femmes, la question d'une redistribution des acquis révolutionnaires que nos pères fondateurs ont voulu mettre vraiment sur la table doivent être assumées par cette jeunesse, et il faut qu'elle se politise, il faut qu'elle s'engage davantage et prenne vraiment la pleine mesure de pousser ceux qui prétendent défendre leurs conditions vers leur véritable responsabilité. Mais si on regarde la question de fond, avant il y avait une formation politique qui a été donnée aux jeunes. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, il n'y a plus d'accords de parti, il n'y a rien du tout. Les jeunes, la plupart d'entre eux sont dans les réseaux sociaux. C'est là-bas pratiquement que les débats se font. Ceux qui sont politisés, comme vous l'avez dit, un peu, arrivent peut-être à avoir de l'espérance par rapport à cette idéologie. Mais le fond du débat, c'est que la plupart d'entre eux ne savent pas ce qui se passe. Voilà, alors les formations politiques, absolument, vous avez raison. Les formations politiques ont abandonné la formation idéologique des cadres. Certains partis en disposent. La plupart des partis que vous voyez ont gardé une forme d'ossature, la hiérarchie institutionnelle, quelques encadrements par-ci par-là dans les territoires et terroirs, mais en fait, ils ont abandonné cette formation. Là, on voit très vite le problème du manque de politisation de cela. Mais ça, c'est en fait d'abord la première responsabilité de l'échec d'un dispositif d'éducation. C'est le système éducatif lui-même qui s'est écroulé, les enseignants eux-mêmes se sont fragilisés, et donc, si vous n'avez pas le bassin qui permet en fait cette reproduction intellectuelle, vous ne pouvez pas construire cet effort d'intellectuel organique. Bien sûr, il y a cette aspiration, mais il faut qu'elle soit vraiment concrétisée par des moyens. Et donc, les partis avaient cette vocation-là. En perdant cette vocation, il y a ici, cette fois-ci, la chance de se ressaisir. Parce que, au niveau de la politisation, les jeunes fonctionnent par la communication politique. C'est-à-dire que les médias sociaux se substituent un peu au système. Donc, avec une souris, vous pouvez voter, vous pouvez avoir des mots d'ordre, vous pouvez même vous allier à de nouvelles franges de vision du monde. Et effectivement, il y a entre nos générations et les leurs une autre façon de faire le politique. Ils répugnent à la transversalité des forces, ils répugnent au système hiérarchique des partis, ils répugnent à l'autorité, et donc ils veulent faire les choses autrement, et il faut respecter. Je pense que chaque génération a une façon de faire différente. Ceci dit, malheureusement, vous ne pouvez pas réinventer la roue. Il faut que ces jeunes-là fassent leurs humanités, il faut qu'ils s'arment de science, comme disait Cheikh Anta Diop, et je crois qu'il y a quand même des raccourcis qu'on ne peut pas faire. Maintenant,
il y a bien sûr l'hypothèse que par l'intelligence artificielle et les algorithmes, ils soient assistés devant la complexité parce qu'ils seraient dépassés. Mais même là, je pense qu'il n'y a pas une technologie qui soit neutre. Il faut qu'ils aient la capacité de discernement dans les différents algorithmes et les différentes réponses qui leur seront prodiguées. Donc vraiment, nous devons absolument nous assurer que cette jeunesse s'engage et si possible s'engage dans la perspective progressiste. D'abord parce que écologiquement, le système de production et de consommation dont ils ont hérité des tares ne peut pas continuer à se reproduire et donc ils doivent réinventer l'avenir différemment. Et donc nous, en tout cas à nos générations, nous avons non seulement cet effort de transmission, mais nous avons encore, je pense, assez d'énergie pour pouvoir canaliser certaines de ces énergies débordantes des jeunes et de participer avec eux à ce processus. Vous avez vu d'ailleurs la joute oratoire entre le président Macky Sall et le président Traoré, où effectivement on avait une forme d'expression entre conflits de générations, mais en fait toutes les générations sont prises dans le même bateau et nous devons relever ce défi. Certains d'entre nous n'ont pas changé, continuent de lutter après 40 ans. Moi je me suis engagé en politique à l'âge de 13-14 ans et je suis resté tout à fait dans le même sillage de ces précurseurs qui nous ont servi de modèle. Donc il n'y a pas de raison que des jeunes aujourd'hui ne fassent pas la même chose. Mais le constat qu'on a fait aujourd'hui, surtout au Sénégal avec les assises nationales, le travail qui a été fait en profondeur n'a pas été appliqué. Et ensuite, on a l'impression qu'aujourd'hui, qu'on remplace Paul par Sergueï. Quand on regarde bien au Sénégal aujourd'hui, les Chinois, les Turcs sont de plus en plus présents dans l'économie sénégalaise en remplacement des Français. Et qui continuent aussi à résister quelque part en créant des conflits un peu partout en Afrique. Voilà, alors... Bon, nous avons plusieurs défis. Par exemple, ici, nous avons cet ouvrage qui est maintenant sur notre site, qui est laissé et qui a été proposé aux forces de gauche, mais aussi à la population sénégalaise. La première question, c'est est-ce que les gens vont alors le lire, vont s'en inspirer, vont-ils au moins le consulter? On peut en douter, mais on peut aller avec un doute raisonnable en disant certains vont le faire. Maintenant, vont-ils avoir la capacité de l'appréhender? Certains disent qu'il faut absolument qu'on le traduise dans nos langues, ce qui n'est pas faux, mais je crois qu'on est plutôt au niveau de l'oralité, c'est-à-dire que ce n'est pas l'écrit qui va être capable d'être lu, parce que ceux qui savent lire le Wolofol sont peu nombreux, autant dans l'écriture arabe qu'en Wolof, c'est qu'ils ne dispensent pas bien sûr de faire l'effort, mais on voit bien que c'est par l'oralité qu'il va falloir divulguer et surtout segmenter, fragmenter par des clips, etc. Et en même temps, l'autre côté, c'est le fait qu'on soit sous assistance permanente. C'est-à-dire qu'on ait besoin de parrains qui soient étrangers parce que notre mode de développement a été sous assistance. Parce que nos dirigeants, en fait, ont renoncé à construire des véritables projets de société souverains, autocentrés, tournés vers l'Afrique. Donc, nous avons un modèle de pensée d'aliénation extraverti, un système économique extraverti. Et donc, forcément, même si vous changez de parrain, vous en trouvez un autre parce que vous n'avez pas la faculté de vous mettre, vous, ensemble, Africains, alors que vous avez ignoré cette force que vous représentez en vous mettant ensemble. Les autres le savent pertinemment. Ils savent pertinemment que si vous vous mettez ensemble, ils n'auront pas la capacité de véritable coercition sur vous. Voilà pourquoi ces changements de parrainage, cette lutte sourde qu'il y a aujourd'hui entre les forces de l'OTAN, les Russes, les Chinois et même des acteurs secondaires comme les Turcs, les Israéliens, etc., ou même des acteurs au sein de nos pays comme le Maroc ou d'autres, montrent que la lutte pour l'industrie extractive, pour nos ressources, doit être relevée par nos sociétés. Parce que si elles ne le font pas, nous rentrons dans une seconde phase de recolonisation beaucoup plus perverse dans la mesure où ce sont nos propres régimes compradors, c'est-à-dire nos propres élites, qui vont participer à la perpétuation de ce système de parrainage. Voilà pourquoi nous préconisons vraiment une démarche complètement différente, non pas introvertie, mais compter sur nos propres forces. Évidemment, il y a des expériences dont on peut s'inspirer. L'épisode Sankaris est un épisode intéressant. Il est dans un pays enclavé. On ne peut pas l'imaginer à l'échelle d'un continent que dans une perspective d'autonomie collective. Et je pense que c'est ce que nous appelons, nous, dans notre jargon, le panafrique central, c'est-à-dire un panafricanisme tourné sur nos propres forces qui recouvre nos identités. Vous savez, quand culturellement, vous ne donnez plus à votre enfant le nom de vos ancêtres, quand vous empruntez le nom des autres, vous avez déjà été aliéné, mais au point que vous n'avez pas pu, dans votre syncrétisme, discerner que vous êtes déjà dans un système d'hégémonie. C'est ce système de parrainage qu'il faut absolument réussir à repousser, retrouver nos africanités, en être fiers et pouvoir
assumer une production et une consommation locale africaine. C'est pas du chauvinisme. Mais est-ce que ça ne repose pas la question de l'éducation en profondeur? Oui, c'est revoir ça. Totalement Bien comment sûr. la façon dont les gens sont éduqués. Vous parlez tantôt de donner des noms arabes qu'on donne à nos enfants, de donner des français qu'on donne à nos enfants, en oubliant notre africanité et notre réalité. Absolument. Et c'est pour ça que dans ce texte, nous proposons une stratégie vraiment d'enseignement très différente. Si dès le début, on enseigne à l'enfant dans sa langue nationale, d'abord sa langue vernaculaire, la langue de sa mère ou de son père, ensuite, donc on lui apprend l'arithmétique et l'alphabet dans cette langue, et ensuite qu'on retourne vers la langue nationale la plus parlée, cet enfant déjà acquiert la complexité des humanités dans sa langue. Ensuite, il peut appréhender une seconde langue, et là, on arrive par exemple à l'instruire en français, mais on peut aussi lui instruire au niveau du civisme, de sa responsabilité panafricaine, écologiste, féministe, etc. Lorsqu'il arrive au lycée, effectivement, on lui redonne une véritable piqûre de rappel sur le patriotisme et le civisme, et on peut même introduire une langue africaine, par exemple le swahili, et à ce moment, en l'espace d'une génération, vous venez de réorienter une jeunesse vers vraiment les desiderata d'un développement autocentré panafricain authentique. Et ça, évidemment, c'est une volonté politique que les leaders doivent prendre. On peut le prendre. C'est se battre aussi sur la privatisation de l'enseignement, c'est de se battre pour les biens communs. Donc, c'est un peu ce qui est dans l'esprit de cet ouvrage que nous proposons. Cela repose un rapport de force en interne. Comment inverser ces rapports de force? Parce que les dirigeants aussi africains qui sont là, il y a des moments où, même en interne, ils ont du mal à faire des changements parce que aussi les rapports de force internes sont en défaveur. Alors, vous avez absolument raison, mais c'est beaucoup plus même complexe. Ce n'est pas seulement les leaders compradors qui, évidemment, forcément, vont refuser ce genre de changement puisque ça ne leur profite pas. Puisque c'est des castes et des coteries qui se reproduisent sur un vieux modèle désuet et qui ont besoin de l'exploitation non seulement de nos masses populaires, mais de les garder dans l'ignorance. Donc, il y a beaucoup plus de forces rétrogrades qui ne veulent pas que les femmes s'émancipent, qui ne veulent pas que les jeunes et le contrôle de l'économie et de la décision. Donc ces forces-là, qui sont des forces au fond absolument à repousser, sont évidemment dans une position d'ennemi de classe. Sauf que nous sommes dans des cultures qui nous refusons la confrontation. Et donc on peut, de façon plus souple, aller vers des transitions de rupture pour éviter ce clash. Mais ce clash, il est réel. C'est-à-dire, si vous voulez changer cela, il va falloir que vous changez votre système de mentalité, votre culture. Il faut que vous ameniez des mesures politiques. Il faut, par exemple, cette question de l'enrichissement illicite. Dans une culture où l'argent est devenu roi, vous devez justifier vos fortunes. Donc, pour nous, il est important que tout enrichissement illicite soit poursuivi. Aucune impunité ne soit possible. Quelqu'un qui a une fortune doit pouvoir justifier l'origine de sa fortune. S'il ne peut pas, évidemment, on peut la regarder. Et là, c'est la question de comment vous allez pouvoir, par exemple, changer les mentalités pour rentrer dans l'économie dite formelle, l'économie réelle qui est l'économie informelle, qui est à peu près 95% de notre économie. Pour cela, il va falloir vous donner un salaire minimum, il faut que vous ayez une politique de plein emploi avec des garanties d'employabilité qui soient soutenues par l'État, et ça, évidemment, si le secteur privé n'y participe pas, l'État doit prendre les pleines mesures. Mais ça suppose aussi que tout le monde accepte de payer l'impôt parce qu'il va avoir des services au niveau de l'éducation, des services au niveau de la santé, on va investir dans les infrastructures. Donc le taux d'imposition de ceux qui disposent va aller pratiquement de 3,5% à 5% pour les avoirs les plus importants. Vous pouvez regarder les fortunes des 10 000 plus grandes fortunes et là faire un impôt progressif à l'échelle de la société. Et vous pouvez même aller jusqu'à un système de dotation à l'âge de 35 ans, le jour où notre croissance est à 2 chiffres, avec des gens qui vont pouvoir, s'ils n'ont pas de succession, accéder à une manne de l'État. Bon, tout cela est des choses que nous avons documentées qui peuvent fonctionner dans la mesure où vous êtes d'abord souverain, donc vous avez renationalisé les secteurs stratégiques, l'industrie extractive, la Sénélec, la SONES, la Sonatel. Nous avons des plans ici de propositions qui montrent que cela est faisable. Vous avez une politique sur la maîtrise de l'eau parce que tout ce travail est articulé sur comment nous pouvons maîtriser ce bien commun qui ne doit pas être privatisé, comment il est accessible à la multitude, à des tarifs qui soient avantageux, comment on peut la traiter, comment on peut irriguer notre pays. Vous avez des pertes de plus de 10 milliards de mètres cubes sur le fleuve Sénégal seulement, sans compter la Gambie et le reste. Nous pouvons inonder et irriguer nos champs, avoir une prospérité agricole dans la perspective d'une autosuffisance alimentaire. Donc, pour faire ces choix, on doit bien se rendre compte que les difficultés vont être réelles parce qu'il y a des forces d'inertie qui ne veulent pas cela, qui ne veulent pas. Parmi ces forces, il y a des forces religieuses.
Il y a qui sont là, bien sûr, mais mais c'est tout à fait normal. Dans tous les systèmes du monde, vous avez des forces religieuses qui peuvent être progressistes, comme vous avez des forces religieuses qui peuvent être rétrogrades. Donc, que ce soit dans l'islam ou même dans la chrétienté, vous avez quand même des éléments de la religion qui sont là pour défendre les pauvres. Et donc, c'est lorsque, comme l'expliquait Souleymane Baal, que certains des chefs religieux bifurquent vers cet argent, vers la prospérité et le luxe, lorsque vous avez des ouailles qui fonctionnent dans un système de négoce qui ne comprend pas que le dispositif productif est d'abord un processus national, lorsque vous avez des gens qui ne comprennent pas qu'on doit être dans une république laïque, qui doit être au-dessus de toutes les confessions et les respecter et permettre la tolérance, c'est clair que vous allez vous retrouver en porte-à-faux. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. C'est pour ça que nous sommes tous des égaux. Ça veut dire qu'on est tous des personnes qui avons en commun de mourir un jour. C'est la seule chose que nous avons en commun et qui montre que véritablement cette égalité, nous pouvons la mettre en œuvre. Mais cette égalité, elle est complexe parce que c'est d'abord notre souveraineté nationale, notre droit au développement qui n'est pas reconnu. Et ça, c'est au niveau mondial qu'il faut que les pays du centre admettent que les pays périphériques ont ce droit. Ensuite, c'est la souveraineté et l'égalité de nos droits humains. Tous nos droits humains doivent être satisfaits. Et c'est cette dignité de retrouver cette marge de manœuvre, avoir une eau propre. Vous savez, quelqu'un qui a une eau propre, qui peut boire en abondance, quelqu'un qui a une piscine et quelqu'un qui a une eau sale ou quelqu'un qui meurt d'inondation, vous n'êtes pas dans la même condition. Absolument. Donc, si vous avez des dispositions religieuses qui vous disent non, etc., en réalité, ils ne posent pas les problèmes de fond. Il n'y a pas un déterminisme basé sur une forme de fatalisme. En fait, c'est des choses qui sont les produits principalement de formes d'inégalité qu'on peut résoudre. Bien sûr, il peut y avoir une malchance pour n'importe qui, mais en général, la plupart de ces choses sont résolvables. Or, aujourd'hui, on s'en va dans des scénarios de privatisation et de la Sénélec. On voit notre patrimoine dilapidé. Aujourd'hui, vous allez au Sénégal oriental. Vous ne voyez pas l'Eldorado, qui est pourtant existant, qui fait qu'aujourd'hui, c'est notre première richesse d'exportation. Vous ne voyez pas les retombées au Sénégal oriental. C'est pourquoi nous disons, nous voulons l'égalité des régions. Dakar ne peut pas avoir 95% du système industriel. Il faut réaligner le système d'égalité de nos régions pour pouvoir vraiment doter le Sénégal d'une autre approche. Au Sénégal, c'est la première fois qu'on est dans une configuration où le président sortant n'est pas candidat. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, au moins, les programmes seront mis sur la table pour permettre au Sénégal de voir plus clair? Oui, d'ailleurs, vous remarquez que bientôt, nous, on est un peu en avance, mais vous voyez, bientôt, les programmes vont affleurer. Je pense qu'il y a eu pas mal d'ambitions. Il y a déjà une quarantaine de candidats qui, d'ailleurs, nous recommandons de lire cet ouvrage pour voir dans quelle mesure ça peut les inspirer. Nous savons que certains le font. Certains disent que ça fait déjà beaucoup de candidatures. Pour un pays de millions d'individus, c'est pas grave. Ce qu'il faut par contre reconnaître, c'est que même si le chef de l'État ne se représente pas, le dispositif électoral est verrouillé. Nous avons un fichier très questionnable. Nous avons des analyses qui démontrent qu'en réalité, ça a été taillé sur mesure et que les conditions de reproduction de l'ordre qui a dominé le Sénégal peuvent encore se perpétuer. Donc ça prend une très grande mobilisation. C'est un peu trop tard, mais vous avez presque 2 millions d'individus jeunes entre 18 et 35 ans qui ne pourront pas voter. C'est vraiment dommage parce que vraiment, ces primo-votants font le point de bascule de ce développement. Donc, nous prenons une assemblée constituante. Il faut aller vers une troisième république. Ça prend du courage, ça prend de l'audace, de changer de paradigme, de sortir de ce système de perfusion dans lequel la Banque mondiale, le Fonds monétaire et les bailleurs de fonds nous imposent ce modèle qui est complètement désuet et qui est vomi de plus en plus par les jeunes de la sous-région. Donc ça prend une autre forme de développement et j'espère, même si je déplore que l'essentiel des candidats soient des libéraux ou en tout cas des gens plus ou moins populistes et libéraux, j'espère qu'ils vont prendre la pleine mesure des changements idoines qu'il faut imposer pour sortir l'Afrique de sa condition. Le Sénégal est à la croisée des chemins. Ça intervient au moment où un coup d'État a été perpétré au Niger. Les gens pensaient que Bazoum était élu de façon démocratique, mais aujourd'hui il est remis en cause. Qu'est-ce que cela peut avoir comme impact dans la sous-région? Bon, il faut dire que le Niger est un pays particulier où, disons, les ruptures constitutionnelles sont quand même fréquentes. C'est un pays où le réflexe militaire au pouvoir est long, sur le temps long, et qui est contrarié évidemment par les richesses dans une situation de pauvreté endémique, mais avec des richesses importantes, notamment, comme vous le savez, au niveau de l'uranium. Et au niveau géostratégique, les forces de l'OTAN, l'Africom, la France, l'Allemagne ont repris un poids considérable dans ce pays
alors que le dispositif s'est désagrégé dans les deux pays voisins. Donc c'est vrai qu'on a une tectonique au niveau des systèmes disciplinaires qui prennent le contrôle de l'OTA, en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et maintenant au Niger. Les prétextes invoqués peuvent être discutables, en cela par exemple que le terrorisme n'est pas si virulent depuis quelques mois, mais en réalité c'est une lecture très parcellaire parce que le terrorisme progresse. Il progresse dans toute la sous-région malgré les efforts des autorités de le contenir, il progresse. Et cette vague de fond brune, elle n'est pas seulement dans le terrorisme, elle est aussi dans le dispositif mental des populations qui penchent aussi vers des tentations de type rigoriste. Donc on a ici des dispositifs militarisés qui veulent défendre l'État-nation et qui trouvent que les accointances entre les régimes et ceux qui les mettent en perfusion doivent en tout cas changer. Alors là, vous avez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un jeu de chaises musicales avec des partenaires potentiels. Là, tout le monde parle de la Russie, mais je crois que la situation est beaucoup plus complexe. Il s'agit de sauver d'abord les dispositifs de souveraineté de nos pays. Et ça, c'est vraiment ce qui est à l'ordre du jour. Donc, il n'est pas surprenant qu'il va y avoir une riposte occidentale, en tout cas des efforts pour éviter cette énième forme de coup d'État, mais ça doit venir nous questionner. Même dans des pays comme le Sénégal, lorsque vous l'avez vu, la fragilité lors des événements, nous sommes tous des endroits très vulnérables. D'où la nécessité d'avoir des États démocratiques et populaires où véritablement ce sont les sociétés qui se politisent et prennent le contrôle et ne pas laisser évidemment à des militaires dont ce n'est pas la vocation, mais au nom de leur discipline et de la rigueur de l'État fort de contrôler nos républiques. Donc vraiment, je crois, c'est ce qui n'enlève pas le fait que les militaires peuvent contrôler une république. Je sais tout simplement de dire que ceux qui ont été élus et choisis doivent rester en selle au pouvoir et dans ce cas, à ce moment, ce coup d'État est forcément répréhensible. Mais comme je l'explique, ils viennent défaire des États républicains néocoloniaux et qui, évidemment, ont atteint leurs limites, Sénégal inclus. Donc voilà pourquoi il faut absolument une repolitisation démocratique de nos masses et qu'on puisse véritablement poser les problèmes de fond. Quel genre de développement ? Vous n'avez pas de terrorisme si le développement était réel. Les gens n'auraient pas ces tentations-là s'il n'y avait vraiment pas une démission de l'État dans ces endroits, s'il n'y avait pas un respect des forces de l'ordre sur vraiment un aspect civique et patriotique. Il n'y aurait pas de coup d'État s'il n'y avait pas cette perfusion et cet extractivisme tout à fait insolite, mais qui perdure malgré que l'ère coloniale a disparu. Mais beaucoup redoutent aujourd'hui que la fragilité du Niger puisse avoir des conséquences au Sénégal. Parce qu'ils ont dit que les terroristes, ils veulent avoir accès à la mer aussi. Le Sénégal est un pays côtier. Bon, écoutez, comme j'essaie de l'expliquer, moi je regarde ça sur la durée. Et bon, on accole le terme terrorisme à quelque chose qui est complexe, qui n'est pas que du djihadisme, qui n'est pas que du fondamentalisme religieux. Il y a une bataille idéologique qui est d'ailleurs celle qui a détruit nos propres systèmes monarchiques, y compris dans mes propres familles. Donc, il y a une vieille histoire d'arabisation, d'islamisation dans l'espace sahélien et soudano-sahélien jusqu'à la Corne de l'Afrique. C'est une histoire qu'il faut regarder sur la durée et pour moi ce qui me préoccupe c'est l'africanité de nos sociétés. Ça c'est ça qu'il faut absolument sauvegarder. Et dans cela, les syncrétismes religieux sont aujourd'hui eux-mêmes, nos systèmes confrériques sont eux-mêmes en danger. Il faut qu'ils prennent la pleine mesure de l'ampleur de ce système rigoriste qui vient dire que l'islam qui doit être fait est différent et il doit être, disons, épuré, etc. Et avec raison, parce qu'en même temps, certains de ces systèmes confrériques sont tombés dans des déviations qui ne sont plus de l'islam, etc. Donc il y a une guerre sourde au sein même du dispositif de l'islam et vous avez une instrumentalisation de ce modèle-là depuis l'époque des talibans en Afghanistan par les néocons américains au début, mais aussi par la géostratégie occidentale. Donc vous avez un cocktail qui vient en plus se greffer à une situation où vous avez des délinquants qui se djihadisent, des djihadistes qui deviennent des bandits, etc., des systèmes de rapine. Donc il y a une gangrène qui vient du sous-développement lui-même et qui est le terreau fertile à cette dérive. Et donc oui, il y a un agenda de plusieurs de ces forces d'agrandir leur système de khalifa, de défaire les espaces laïques des républiques et de créer des sanctuaires qui leur permettent une reproduction par la rente, etc. Et donc, en face, vous avez d'autres coteries au niveau des États qui, eux, veulent l'État, mais dans une perspective patrimonialiste aussi de reproduction de rente. Or, les deux ne sont pas des solutions pour nos sociétés. Est-ce que cette dernière
réflexions que vous avez faites par rapport à l'État patrimonialiste, d'autres côtés qui veulent conserver cet État, qu'on peut comprendre aujourd'hui que la CEDEAO veut se réunir à Abuja et proposer entre guillemets une force d'interposition pour intervenir au Niger avec l'appui de la France, des États-Unis entre autres. C'est tout à fait logique. La reproduction de ce vieux dispositif va nécessairement recourir aux parrains pour restaurer un certain ordre. Parce que quand même, là, ça commence à faire beaucoup. En calculant le Tchad un peu plus loin, qui n'en fait pas partie nécessairement, mais le Mali jusqu'à la Guinée, nous sommes actuellement ceinturés. Tous nos pays sont fragiles. La Guinée-Bissau est fragile, la Gambie autant, etc., la Mauritanie, etc. Donc, nous sommes des États, il faut reconnaître, fragiles, mais nous avons des dispositifs institutionnels qui sont proportionnel au rapport hégémonique du moment. Nous pensons qu'il faut dépasser ces niveaux-là, aller vers des formes de supranationalité beaucoup plus hardies, mais dans une perspective panafricaine. Donc, on n'est pas du tout dans le même registre. Nous ne voyons pas les solutions venant de l'extérieur, nous les voyons en notre sein. Donc, je crois que c'est une Afrique des peuples à laquelle que nous préconisons. Et évidemment, on est à porte-à-faux, on est incompris, mais pourtant, si on écoute bien, si on regarde bien les propositions, on sait que ce sont les propositions audacieuses qu'il faut prendre. Sinon, on va se retrouver avec des exactions. Je rappelle que c'est les mêmes forces qui ont détruit la Libye et que s'il n'y avait pas eu cette destruction de la Libye par ces mêmes forces qui vont venir nous aider aujourd'hui, on n'aurait pas eu cette crise qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a vraiment ici un syndrome de pompier pyromane qui a été très bien démontré et qu'il faut maintenant dépasser. Mais il ne faut pas tomber non plus dans le tout sécuritaire, puisque le véritable enjeu, c'est un autre type de développement possible, sachant que le développement lui-même, c'est un système prédateur qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions en recouvrant nos africanités, en recouvrant le bien commun, les valeurs d'usage, d'autres dispositifs pour africaniser en fait ce système-là. Et à ce moment, nous bifurquons. Et c'est ce que nous préconisons. Nous pensons que si on reste dans ces dédales, vous allez avoir une répétition. Nous sommes nés dans ces mêmes systèmes de coups d'État, avec les mêmes réponses institutionnelles, donc ce n'est pas nouveau. Tous ces pays-là en ont connu des épisodes similaires. Est-ce que les élites africaines sont conscientes qu'il faut changer de paradigme? Alors, je pense que certaines des élites le sont. Elles ont une incapacité parce qu'on ne peut pas maîtriser notre accumulation. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer que ce qu'il faut, c'est un système qui puisse maîtriser notre développement. Si on ne maîtrise pas notre développement, ces élites sont en fait impuissantes à pouvoir maîtriser leur système d'accumulation. Et à ce moment-là, vraiment, elles donnent le flanc, elles prêtent le flanc à ces attaques qui leur viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais si véritablement elles rentrent dans un processus en synergie avec leur peuple, à ce moment, elles sont indéboulonnables parce qu'elles seraient vraiment les représentants de leur peuple, ce qui n'est pas encore le cas. Donc nous sommes aujourd'hui dans une sorte de turbulence, en tout cas dans toute la zone du Sahel, qu'il va falloir surveiller comme du lait sur le feu. Est-ce que ces élites africaines font l'effort d'aller d'ici ce message au peuple? Justement non, parce que justement non. Parler aux gens, de faire comprendre ce qui se passe. C'est franchement insuffisant. Au niveau de l'Union africaine elle-même, c'est une organisation qui n'a pas les moyens de ses politiques. Au niveau de la sous-région, c'est à peu près la même chose. Vous avez évidemment un comportement erratique. Dans les discours, souvent, c'est les bons discours que l'on tient, mais comme je l'explique, la réalité des faits, c'est que c'est des pays qui ne sont pas complètement souverains, qui ne maîtrisent pas leur économie, qui ne conduisent pas leur propre développement. Et à ce moment-là, c'est clair que leurs populations vont essayer de chercher ailleurs ou bien sont dans l'indocilité. Donc, vous avez des formes d'incivisme, de refus de l'autorité qu'il faut aussi poser comme étant des échecs patents de ces formes d'État qui n'ont plus aujourd'hui cette légitimité aux yeux de beaucoup de gens. Vous parlez tantôt de discours qui ne collent pas à la réalité, des faits sur le terrain. On a entendu le nouveau président burkinabé Ibrahim Traoré au niveau de la Russie, au sommet Afrique-Russie, dire que les chefs d'État africains doivent plus venir ici pour mendier. Et dans le même temps, la Russie offre quand même du blé au Burkina Faso. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans le discours? Oui. Par rapport à la réponse de Macky Sall aussi au président ils sont tous les deux devant cette situation déplorable que nous ne sommes pas autosuffisants. Donc même s'il reprend lui avec toute une gestuelle et un discours un discours de Thomas Sankara, une forme de caricature, mais quand même assumé, la question c'était l'autosuffisance alimentaire que le Burkina a atteint et que l'Afrique peut atteindre. Évidemment, aujourd'hui, si vous regardez la situation du Sénégal, cette question de l'engrais, nous avons la capacité de faire l'engrais, nous avons perdu notre compagnie d'engrais. Donc comment nous avons un plan de nationalisation de cela? Nous avons une stratégie
stratégie d'autosuffisance alimentaire axée sur notre consommé local, d'avoir la fierté de pouvoir manger notre fognon, de diversifier, etc. Mais si vous restez dans un schéma du blé avec le pain, si vous restez avec du riz que vous ne cultivez pas, vous êtes forcément dépendant et vous tendez la main d'une façon ou une autre, vous allez en situation de dépendance. C'était la situation ubuesque d'aller en pleine zone de guerre, demander de se faire ravitailler par les excédents de blé. Je crois que la Russie offre à peu près 25% de ce blé. Donc oui, nous sommes dépendants. Hélas, l'Afrique pourrait sortir de ce syndrome. Nous avons les solutions pour le faire. Ce qu'Ibrahim Traoré essaye d'expliquer, c'est que oui, cette capacité doit être une volonté politique de se débarrasser de ces tares de mendicité, de ces systèmes de perfusion dans lesquels nous sommes trop longtemps restés, et effectivement de recouvrer au XXIe siècle une autre Afrique souveraine, responsable. Et ça, c'est à notre portée, c'est ce que les jeunes veulent. Alors, il a essayé d'exprimer la voix de la jeunesse. Maintenant, vous avez aussi une jeunesse qui est complètement perdue, qui ne veut pas consommer local, qui veut consommer à l'occidental, parce qu'évidemment, elle n'a pas d'autre option. J'espère que ces chefs d'État ont appris cette leçon, qu'on n'attende pas les sommets Chine-Afrique, France-Afrique ou Russie-Afrique pour remettre à l'ordre du jour nos vraies priorités. Nous avons besoin d'un plan de développement continental. Nous n'en avons pas. Nous avons le NEPAD, nous avons l'agenda 2063 qui est un système incantatoire. Depuis le plan de Lagos, nous n'avons pas un plan vraiment de développement. Donc il y a de ça. Voilà pourquoi au niveau du Sénégal, nous avons proposé ce projet Sénégal, Sénégalité comme étant une esquisse d'un projet de société à l'échelle de notre formation sociale tendu vers le Mali, vers la Guinée, vers la Gambie, en espérant qu'eux aussi vont pouvoir en avoir un. C'est pour ça que notre document s'appelle Plateforme progressiste panafricaine. C'est vraiment un effort d'arrimage avec des gens qui, nous savons, existent sur tout le continent et qui luttent pour que ce système arrive. Et c'est ce rapport de force qui, pour l'instant, est inégal, qui est en train de se contrebalancer, je crois. Et je crois que nous allons voir ça de nos yeux. Ce changement va arriver. Il est inexorable. Nous sommes capables de nous développer autant que la Chine s'est développée en 40 ans. Moi, je vous prédis qu'on peut se développer. Il faut que nous ayons confiance en nous. Il faut que nous ayons de l'audace. Il faut qu'on recouvre nos africanités. Il faut qu'on soit ouvert à l'internationalisme, à l'universalité. Et à ce moment-là, oui, si les femmes recouvrent un pouvoir de coercition et de décision dans les dispositifs de développement, si les jeunes ont voix au chapitre, il n'y a aucune raison que l'Afrique ne soit pas au rendez-vous. On parlait tantôt des jeunes. Au Sénégal, ce qu'on constate, la plupart des jeunes veulent partir. On voit le phénomène, Barsac, l'immigration clandestine, avec tout son lot de morts. Exact. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand on montre l'image de notre plateforme, les gens pensent qu'il s'agit de stopper l'immigration. Alors qu'en fait, c'est une image qui propage Sunugal vers une aube nouvelle. C'est la main, les 6 dimensions que nous avons mis en termes d'égalité qui propulsent la mer. Donc la plupart des jeunes, eux, ne sont englués dans cette question de l'immigration. Et c'est tout à fait normal qu'on aille vers les archipels de prospérité lorsque votre système vous défait. Les jeunes ont besoin d'horizons. Si vous leur bloquez leur horizon dans leur propre société, ils vont aller ailleurs. Ce n'est pas propre aux Africains. Et je rappelle que, une fois de plus, de ceux qui ont suivi nos efforts anthropologiques, que l'Europe était un continent africain où les Africains vivaient. C'est parce qu'il y a eu une évolution européenne du continent qu'on est dans cela. La migration est un droit humain. Par contre, c'est clair que les restrictions que le capitalisme amène sur les forces productives font que les jeunes Africains voient ces frontières fermées. Mais l'Afrique a assez pour pouvoir éduquer et rendre ces jeunes heureux. Il faut évidemment prendre les possibilités de développement en leur faveur. Sinon, ils vont aller par le désert, ils vont aller dans ces sociétés qui aujourd'hui les rejettent, les repoussent, les humilient, et malgré cela, ils supportent cette humiliation. C'est grâce à eux qu'une bonne partie de nos familles sont soutenues. Ce n'est pas par l'État, ce n'est pas vraiment les argents des immigrés. Nous, on a soutenu nos familles en étant de l'extérieur, et donc on sait pertinemment que c'est possible. Et en même temps, ces systèmes qui nous dominent, nous enseignons dans leur propre pays. Nous savons très très bien qu'ils ne sont pas supérieurs à nous. La preuve, on leur enseigne. Donc en réalité, ces choses sont à notre portée. Tout ce que nous disons, ayons confiance en nous. Reprenons véritablement un peu de raison et comprendre que c'est vraiment quelque chose qui ne relève pas de la passion. C'est quelque chose qui relève de la science, de l'effort, du travail, du partage, de la solidarité. Comment on prend confiance au niveau des jeunes dans un pays ou dans une société où l'argent est mis en avant, où la considération elle est d'abord financière par rapport à quelqu'un, où les familles te considèrent par rapport à ta capacité financière. C'est pas ton intelligence, c'est pas ton apport social qui est le plus important. On demande qu'est-ce que tu vaux.
qu'est-ce que tu pèses financièrement? Voilà, alors c'est ce système de marchandisation qui en fait a désagrégé une bonne partie de nos valeurs. Mais nos valeurs restent quand même assez solides. Donc il y a en même temps un mélange des deux. C'est clair que le culte de l'argent, qui nous arrive du haut vers le bas, n'est pas nécessairement partagé par tout le monde. Il est imposé par ceux qui n'en disposent pas, évidemment, en rêve, c'est une aspiration, mais il n'est pas possible de l'avoir dans le système actuel. Donc le système donne une illusion qu'il est possible de l'avoir. Nous prétendons que, à la différence de la richesse, on peut avoir le bien-être. La richesse ne peut pas être pour tout le monde. Par contre, le bien-être peut être pour la grande majorité, pour ne pas dire tout le monde. Donc, il y a un autre système de redistribution. Il faut que les gens comprennent et changent de paradigme. Et pour ça, il faut avoir un effort de lutte. Évidemment, c'est un rapport contre ceux qui ont le culte de l'argent. Et ça va être difficile parce que les tenants du pouvoir tiennent à des argents, d'ailleurs, dont ils ne sont pas véritablement les propriétaires. C'est un système de capitalisme, c'est-à-dire qu'ils ont véritablement capté les ressources et peuvent ensuite redistribuer à qui ils veulent ou par charité. Or, ce sont ces mécanismes qu'il faut défaire, y compris la charité elle-même. Il est intolérable aujourd'hui d'avoir encore des talibés dans nos rues. C'est justement ces systèmes qu'il faut défaire parce que c'est un tout. C'est ce même système de l'argent et de l'opulence érigée en système. C'est le même système du beau, du jeune qui est érigé par le capitalisme et le système ostentatoire, donc de le montrer, le social narcissisme comme je l'appelle, qui commence à dominer nos valeurs. Mais ça, on peut le repousser. Mais ça suppose d'autres conceptions du beau. Les critères de beauté, par exemple féminins, s'éclaircir la peau, avoir des fossiles, des cheveux synthétiques, ne sont pas du tout, au fond, des éléments qui sont de la dignité humaine. Ce sont des éléments qui sont entretenus par cette culture de l'argent. Malheureusement, nous basculons dedans. Donc, c'est une rééducation, une forme de recouvrer contre le complexe. Comment rééduquer cette jeunesse qui est envahie aujourd'hui par les médias internationaux qui véhiculent justement cette culture du paraître, du beau? Je pense que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une éducation longue qui commence autant dans la cellule familiale que dans nos dispositifs d'éducation, autant au niveau primaire que jusqu'à l'université. C'est aussi une sorte de régulation des médias, parce que vous voyez par exemple la Chine, on le contrôle, si on contrôlait la Sonatel, on pourrait aussi rentrer, et même peut-être certains vont crier à la censure, mais on pourrait permettre des contenus éducatifs et vraiment instructifs de dignité dans les médias sociaux. On peut créer dans les algorithmes des systèmes qui permettent à une jeunesse d'avoir au moins un rapport plus sain au système de communication. En fait, il y a un effort de l'autorité de l'État, de la famille, de la société, de sauver sa jeunesse. Et ça, c'est vraiment important. C'est un effort collectif. Nous sommes tous nés, nous avons tous grandi, donc le parent a une responsabilité. Et si cette responsabilité est soutenue par un État responsable, il est tout à fait possible de le voir. Vous regardez actuellement en Chine, mais les Chinois se sont rendus compte qu'il fallait éduquer les jeunes par des réseaux. Donc, ils ont l'équivalent du TikTok pour eux, qui est un autre système. Et les jeunes n'ont que des choses qui font que quand ils regardent l'horizon, ils veulent être astronautes, ils veulent être scientifiques et non pas influenceurs ou je ne sais quoi d'autre. Et donc, la culture de diversion dans laquelle on les met par le sport, par la musique, etc., c'est toutes des choses intéressantes. Moi, je suis musicien depuis l'âge de 14 ans et je plaide pour la musique. Mais on ne vit pas tout simplement par un simple système basé sur la culture ou sur le sport. Il faut être dans une perspective holistique. Ces choses font partie du hobby, du divertissement pour ceux qui en ont le talent d'un salaire et d'une compétence professionnelle, mais ça ne peut pas être le seul horizon possible pour la jeunesse. Mais tantôt vous parlez de la famille. Au Sénégal, beaucoup estiment que la famille est malade au Sénégal, que les parents n'assument plus de responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. Franchement, qu'ils sont dans la pauvreté, qu'ils ne peuvent pas éduquer les enfants. Alors que l'Afrique ancienne, les parents étaient pauvres, mais ils éduquaient quand même les enfants. Voilà, alors c'est ce système de désagrégation. Parce que quand les gens sont dans la survie, dans la difficulté, vous n'avez plus le temps à inculquer à des enfants, surtout une progéniture nombreuse. Leur espérance de vie est complexe. C'est la rue qui de plus en plus les éduque. C'est les médias sociaux qui l'école elle-même a perdu sa vocation et sa capacité. Donc, vous avez tout un système à redresser. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas blâmer que la famille. La famille elle-même est de plus en plus en train de se désagréger. La famille élargie, on va vers des familles nucléaires qui elles-mêmes se cassent avec des familles monoparentales, etc. L'urbanisation, l'atomisation. Comment reprendre la main Alors c'est ça, c'est comme je l'explique, malheureusement, c'est un long processus, mais qui doit être impulsé dès le début, presque de façon révolutionnaire,
par une prise de conscience et une prise de contrôle par des forces qui se coalisent pour réorienter ce développement vers cela. Et vous l'avez vu, on l'a vu dans le cas de la Corée, on l'a vu dans le cas du Japon, même de l'Allemagne. Il est possible d'avoir des politiques familiales hardies, cohérentes, qui puissent vraiment redresser dans le sens d'un autre horizon. Or, c'est cette démission de l'État dans ce domaine qu'il faut malheureusement blâmer, ce qui fait que la famille n'est pas soutenue. Il faut soutenir la famille avec une politique, revoir le code de la famille, revoir le statut de la femme, revoir le rapport que nous avons sur les personnes âgées. Par exemple, on voit les personnes âgées dans nos sociétés ne sont plus soutenues comme elles l'étaient. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas les garder en pension de vieillesse non plus, mais il faut que le tissu de solidarité élargie soit recouvré et qu'on puisse redécouvrir véritablement nos africanités, qui sont basées sur un refus de l'angoisse du lendemain, sur l'optimisme, sur le partage, le commensal, la solidarité. Ces choses-là existent encore. Elles se sont beaucoup désagrégées ailleurs. C'est ça qui fait nos africanités. En fait, la culture Ubuntu, donc l'Afrique centrale connaît bien, je suis parce que nous sommes. La culture de la math, c'est-à-dire l'intégrité au cœur même du dispositif des sociétés antiques, qui sont encore aujourd'hui là. Vous voyez, même quand on éduque les enfants, ces valeurs sont encore dites. Mais, évidemment, le système d'aliénation désagrège ce terreau familial. Voilà pourquoi il faut réorienter tout un projet, et nous avons essayé vraiment humblement de participer à cet effort d'éveil en disant tous ces gens qui prétendent vouloir nous diriger doivent revoir les priorités stratégiques et réorienter leurs plans vers cela. Et si nous avons une masse assez importante, à ce moment-là, nous pourrons prendre le pouvoir et réorienter dans la perspective d'un autre panafricanisme. Baroundao, un médiateur social, disait que la journée continue fait partie des éléments qui ont tué la famille au Sénégal. Parce que le bol familial, qui était un lieu de socialisation, n'existe plus. En même temps, il faut avoir de quoi mettre dans le bol. Donc, il y a un tout. Des systèmes peuvent très bien fonctionner si jamais ils sont fonctionnels. On peut réorienter le temps de travail. Vous savez, la question du travail est très complexe. Combien de temps on travaille? C'est pas seulement à l'école. Combien de temps on étudie? C'est une réflexion. Quel est le temps dévolu au loisir? Qui travaille? Qui produit? Donc, c'est toute cette réflexion-là qu'il faut poser. À ce moment-là, la dissécation du temps en termes de temps de travail, de temps de loisir est laissée en fonction du projet de société. Ça aurait pu fonctionner si, par exemple, comme nous le préconisons, nous avons des goûters à l'école, des goûters avec du consommé local. L'enfant, au moins, resocialise. Il y a du temps de qualité en famille. Il y a des vacances. Vous avez du temps pour la mère au niveau des congés de maternité ainsi que pour le père, des congés de paternité. Donc, on recouvre les éléments de la condition de famille parce que l'État soutient vraiment la famille, pas seulement par des filets sociaux, parce qu'il a une politique véritablement nationale, souveraine et panafricaine vers la famille. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, on a évidemment tous ces errements. Vous avez des enfants qui partent, qui n'ont même pas de quoi manger, qui écoutent un professeur parler le ventre vide, qui reviennent à une maigre pitance à la maison, il y a à peine 2 repas. Donc vous mettez ça cumulativement, les carences au niveau physiologique font qu'ils n'ont plus la capacité intellectuelle de pouvoir performer. C'est exactement toutes ces choses qu'il faut changer. Absolument. Merci infiniment Aziz Salman Fall. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire altermondialiste et réalisateur avec un long métrage que vous avez mis en place, documentaire Africom Go Home 2013. Vous avez enseigné les sciences politiques, anthropologie, relations internationales, le développement international à l'université de McGill et à l'UQAM, c'est au Canada. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de e-radio pour parler avec vous, aller en profondeur sur ce qu'il faut changer de paradigme ici au Sénégal et surtout le document que vous avez sorti qui s'appelle Sénégalité, comment reconstruire le Sénégal et avoir une politique panafricaniste et progressiste. Biran Sissi était à la technique, Alassane Sambodja au micro. Bon dimanche à tous. Nañuy xeexal ñu lay xeex